bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Delaunay. Son histoire, elle est riche d'enseignements. C'est celle d'une mère, solo, d'une infirmière, d'une femme qui a beaucoup vécu, beaucoup appris et qui, pour moi, a beaucoup à transmettre. Émilie, elle est infirmière diplômée en santé sexuelle et exerce comme infirmière spécialisée dans ce domaine, comme sexologue. Et au-delà de ses deux petites filles d'âge très rapproché, elle est aussi devenue tutrice de 2 adolescentes, les jumelles de son frère décédé, dont elle s'occupe désormais au quotidien. Productrice de talent et ancienne actrice, on la connaît aussi sous son nom de scène, Lisa Del Sierra. Dans cet épisode, on parle de ce que signifie réellement prendre soin de soi, des enfants, des personnes qui accompagnent nos vies, comment concilier le rôle de soignante, celui de mère, d'entrepreneuse et de tutrice de 2 ados. Qu'est-ce que son parcours de vie apporte dans sa façon d'éduquer, d'écouter et de poser des limites aux autres et peut-être à soi? Et comment trouve-t-on sa place quand on porte autant de casquettes à la fois? Reste bien avec nous, cet épisode parle de fatigue, de résilience et surtout de la force qu'on trouve dans le lien et la relation. Abonne-toi pour ne rien manquer au podcast, n'hésite pas à commenter, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible. On peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook. Tu peux aussi laisser un message vocal sur SpeakPipe, le lien est en description. Et tu peux me soutenir financièrement sur Papatriarcat+, c'est aussi en description. Je te souhaite un bon épisode. Salut Émilie. Bonjour. Je suis très content de te recevoir dans le podcast Papatriarcat, parce que je l'ai dit dans l'intro, moi j'admire ton parcours, j'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler. J'aimerais bien qu'on commence par le début. Tu as 2 enfants. Oui. Et tu t'en occupes de 2 autres, on y viendra aussi. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais avoir des enfants, que tu allais avoir des enfants dans ta vie? Alors pas du tout. Okay. J'ai toujours su que je voulais une famille, mais j'avais pas envisagé les enfants seule. Et à un moment donné dans ma vie, je suis arrivée à un point où j'envisageais plus tellement, parce qu'on a ce truc de se dire, ah ben voilà, t'as passé 35 ans, t'es célibataire, bon ben c'est mort quoi. Le temps de rencontrer quelqu'un, le temps qu'on vive ensemble, le temps qu'on soit serein, t'auras 40 ans et tu n'auras pas d'enfants. Mais j'étais assez sereine avec ça parce que j'étais pas entourée de gens qui avaient des enfants. Donc à l'époque, je vivais à Paris, j'avais acheté mon petit appart, je faisais mon truc. Dans le milieu hospitalier, c'est pas un sujet en soi. Enfin voilà, on travaille, on n'a pas le time quoi. On parle pas trop de ça, donc j'avais pas. Peut-être que si dans un autre contexte, ça m'aurait pesé plus quoi. Mais je fréquentais personne qui était parent. Ouais, tu n'avais pas de groupe d'amis où tu étais la dernière à avoir des enfants, etc. quoi. Pas du tout. Ok, donc ça déjà, ça doit. Donc non, ça allait, c'était pas. Et comment ça t'est venu alors? Je suis tombée enceinte. Ouf. Comment ça m'est venu? Je suis tombée enceinte. Après, ça faisait déjà un certain temps que j'étais plus... Ah si, j'avais un stérilet. Non, j'ai enlevé mon stérilet 3 jours après... moi, je suis réserviste, donc on a été un peu prévenus qu'il y allait avoir le Covid. Okay. Et je savais que mon stérilet allait être périmé genre dans 2 mois. Je suis vite allée chez ma sage-femme en disant « Tu me l'enlèves ?» Parce que là, moi, j'ai reçu... c'était pas un ordre de mission, mais c'était en mode... Préparez-vous, quoi. Préparez-vous, comme on avait pu avoir pour des tests européens ou des choses comme ça. Et comme on savait que, on voyait à l'hôpital qu'il y avait quand même des choses qui tournaient pas net, je suis allée faire enlever mon stérilet début mars 2020. Et je suis tombée enceinte 1 an après. Ok. Et alors, c'était pas prévu, cette grossesse du tout? Pas du tout. Ça arrivait... Ça a été une inattention délicieuse. Okay. Et voilà, et je me suis sentie pas bien. Oui, tout simplement, à ce moment-là, je travaillais en salle de réveil. Et je me sentais fatiguée, pas à l'aise. Les odeurs me dérangeaient. Et en salle de réveil, quand l'odeur te dérange, alors que tu détubes, comme on dit chez moi, détuber, d'autres disent extuber, whatever. Quand tu détubes des gens toute la journée, même avec le FFP2, tout ça, j'étais pas à l'aise. Et je me suis rendu compte que j'avais 1 ou 2 jours de retard. J'ai appelé ma cousine qui est généraliste et elle m'a dit tu peux aller faire un test, allez jeudi, elle m'a dit. J'ai dû l'appeler mardi ou mercredi. Elle m'a dit ouais, attends, jeudi, vendredi matin, tu vas faire un test. Positif, tout de suite. Comment tu l'as vécu? J'ai appelé mon père. Ok. Je lui ai dit, tu vas être grand-père. Il m'a dit, donc la question ne se pose pas. J'ai dit, non, la question ne se pose pas. C'était évident. D'accord. À la seconde, j'ai posé mon paquet de cigarettes. T'as appelé ton père avant le père? Ouais. Ok. Ouais. Ok, cool. Et donc ton père a bien pris le truc? Ah oui. Ouais. Content pour moi. Il y avait pas de conversation, en fait. Et il m'a juste demandé après, mais du coup, c'est qui? Et j'ai dit, écoute, c'est quelqu'un que je vois pas depuis très longtemps. Ok.
On s'est fait quelques week-ends et une semaine au ski. Et visiblement, c'est à Zermatt que nous avons conçu ce petit bébé. Ok. Et je le vois demain soir parce que c'était la Saint-Valentin. Donc, je dis à ce moment-là, je lui en parlerai, quoi. Je vais pas lui faire un coup de fil, je vais pas lui faire un SMS. Oui, ouais. Ça, Je vais attendre qu'on se voit ce week-end pour lui en parler. C'est bien que tu peux en parler tout de suite à quelqu'un quand même, tu vois, même si c'est pas le père ou quoi. Oui. Parce que ça peut être un peu, tu vois, si t'avais dû attendre pour en parler la première personne un jour ou deux, tu vois, ça peut cogiter et tout. Ouais, moi j'étais assez. Franchement, honnêtement, il y avait pas de questions, quoi. C'est énorme parce que t'as quand même ce truc où tu te dis d'emblée, tu sais que peu importe la réaction du père, toi tu le gardes. Bien sûr. C'est comme ça, quoi. Bien sûr. Et mon père m'a posé la question. Il m'a dit, mais ça se passe comment? C'est un amoureux? J'ai dit, écoute, c'est pas un amoureux. Je pourrais tout à fait là rompre et avoir mon bébé tranquille. Seulement, tu m'as mieux élevé que ça, papa. Donc je vais lui en parler. On va voir comment on s'organise, quoi. Ok. Donc, après, c'était un peu ce qui m'a le plus embêté entre guillemets, c'est que je venais d'acheter cet appartement. Je sortais de 4 mois de rénovation. J'avais eu les clés littéralement 10 jours avant de pisser sur ce test. Et j'ai regardé mon 35 mètres carrés magnifique fait à mon image en me disant je n'aurai pas un enfant ici. Et j'étais un petit peu dépitée. Bah ouais. Parce que ça mettait fin immédiatement à mon projet de vie d'adulte. J'avais mon chez-moi à Paris. Les planètes s'alignaient, c'était super. J'adorais mon célibat. Même si je voyais ce garçon un week-end de temps en temps, on avait dû se voir 7-8 fois. Donc j'avais quand même une vie quotidienne de femme seule, autonome, qui adore son métier, qui fait son truc. Donc j'étais vraiment très bien et très heureuse. Mais j'ai pas été malheureuse une demi-seconde ouais, c'est ça, de me savoir enceinte. T'as quand même cette prise de recul sur ce que tu vas devoir changer, mais sans regret, quoi. C'est ça? Ouais. Je comprends bien? Ouais. Ok, bah c'est cool. Non, c'était cool. C'est déjà cool. Et du coup, tu annonces au père le lendemain? Ouais. Comment ça se passe? Il m'a dit, il va falloir que je digère un petit peu. On se donne 24 heures. Et je lui ai pas dit frontalement, de toute façon, quoi que tu décides, je garderai ce bébé. Parce que c'est mettre un billet dans sa réflexion. Bien sûr. Donc ça se fait pas. La première réaction dans la voiture, c'est bon, de toute façon, je suis catholique. Okay. Donc j'en ai déduit, bon, il y aura pas d'interruption de grossesse, que ce sera pas sa demande. Mais ça m'a gênée un petit peu parce que je ne suis pas catholique. Je sais pas jusqu'où peut porter la foi. Est-ce que porter le fardeau d'une paternité parce qu'on a quand même la foi, c'est un bon moyen de devenir papa? Une paternité hors mariage, en ouais, plus, tu vois, selon le degré de... Je suis pas certaine que ce soit une bonne raison de garder un enfant, de se dire, bon, on est contre l'avortement. Non, c'est bon, on veut cet enfant, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Donc, ça m'a un peu, voilà. Et le lendemain, je suis partie faire des courses. Et quand je suis revenue, il avait écrit une chanson qui finissait par « On le garde ». Ok, c'est beau. C'était cool, ouais. Non, mais il était bien. Il t'a chanté comme ça quand il t'es était arrivé super sur plein d'aspects. Okay. Mais oui, il me l'a chanté, il l'a joué au piano. C'est très cool, donc j'étais contente. Et après, est venu des périodes fluctuantes. On est bien, on est moins bien. Il avait, je pense, pris sa décision un peu dans l'émotion, dans ce ça pouvait dire de lui. Ouais. Parce que c'est très important, la manière dont on va le définir en tant qu'homme. Et après, quand on a commencé à discuter logistique, changement de vie, impact réel sur le quotidien et toutes ces décisions qu'il allait falloir prendre à deux et potentiellement, avant d'avoir une vie à deux, on aurait immédiatement une vie à trois. Ça a été plus difficile pour lui de s'ajuster, de définir sur quoi il pouvait rogner parce qu'il a toujours été le centre de son monde, que ce soit pour lui, pour ses proches. Il est au centre du monde. Il a toujours été au centre du monde. Et très difficile de se dire, donc je ne serai plus le centre du monde, même pas pour ma meuf. Et ça, je pense, c'est ce qu'il a le plus mal vécu. Déjà que dans un couple longuement établi, ça bouleverse. Nous, tu vois, on est devenus parents après 13 ans de vie commune. Hein, donc, en tout cas de relation. Et c'était déjà un gros bouleversement. Donc, ouais, là, ça va très vite. Et oui, en même temps, ça peut amener des grosses frictions. Oui, après, je pense qu'au final, quand on n'a rien connu d'autre à deux, on n'a pas de comparatif de « Ah, avant, on faisait ça. Ah, avant, on faisait ça. Ah, avant, t'étais comme ça. » Nous, on avait eu quelques week-ends, quelques vacances et je suis arrivée en août enceinte de 7 mois, à 2 mois d'accoucher. Et en fait, bébé était déjà là quelque part. C'était la chambre, les affaires, le ci, le là. Du coup, vous avez emménagé ensemble, c'est ça? Oui. T'es allée chez lui? Oui, je suis partie vivre en Belgique. J'ai la chance d'avoir un diplôme infirmier français qui est valable partout, puisqu'on est quand même les meilleures infirmières du monde. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on avait sous-estimé dans l'équilibre de la relation. Le fait que moi, je fasse un sacrifice, de laisser ma société en France, de laisser mes amis, d'être loin de mes parents, de laisser un peu ma vie de rêve
pour aller dans son monde où clairement je n'étais pas la bienvenue. Mon mode de vie devait purement et simplement devenir leur mode de vie. Je n'ai pas eu de place. C'est-à-dire, j'ai passé plus de temps jusqu'à la séparation à essayer de leur plaire qu'à vraiment chercher comment moi j'avais envie de faire les choses, comment moi je les traversais, comment moi j'aurais fait si jamais j'avais pas envie de convenir et de fitter dans ce modèle qui était le leur. Et vraiment, j'ai été en totale assimilation. Ils m'ont acculturée complètement. Ouais, il y a un vrai sujet de la belle famille je l'ai très mal vécu. qui est extrêmement présente. En fait, pas forcément. Il n'y a pas de bulle de couple. Alors, très présente, oui, parce qu'il n'allait pas bien. Donc, forcément, ses parents sont présents. Il n'allait pas bien. Mais très présent aussi parce que l'option qui m'a été proposée, c'est de vivre dans un appartement dans leur maison. Donc, à quasiment 40 ans, pour un premier bébé, vivre avec un mec qu'on connaît pas très bien, dans la maison de ses parents, dans sa ville, dans son pays, avec son soutien social. Et honnêtement, je me suis complètement dépossédée de ma vie. Et ça crée un déséquilibre énorme dans la relation à deux, parce que inconsciemment, mes attentes envers lui étaient irréalisables. Tu m'en dois pas une, mec. Tu m'en dois 2000. Et comme il n'est pas fait pour faire passer les besoins des autres avant les siens... Grosse incompatibilité, là. Impossible. Impossible. Et puis aussi des périodes de mal-être profond où même ma casquette d'infirmière ne suffisait pas parce que j'étais une maman en devenir ou une jeune maman et que moi-même, j'étais dans un cyclone émotionnel qui m'empêchait de gérer ça correctement. J'étais à court de ressources, à court de patience, à court d'énergie. Donc, on était dans le rouge en permanence, surtout. Comment ça se passe, du coup? T'accouches là-bas? J'accouche en France. T'accouches en France? Je passe la frontière. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, déjà, pour mon intimité... Parce que la France a les meilleures infirmières du monde. Non, déjà pour mon intimité. Dans cette ville, ses parents, et lui aussi d'ailleurs, sont extrêmement populaires. À l'hôpital, j'aurais pas eu de respect de ma vie privée. Ok. Je le sais. Quand ma fille, d'ailleurs, ça s'est vérifié, a été hospitalisée un peu plus tard, toute la ville était au courant de l'état de santé de ma fille, était au courant si j'étais descendue fumer une cigarette ou 4. Je n'avais aucune intimité. Ok. Vraiment aucune. Ah, c'est chaud. Ma belle-mère passait en dehors des heures de visite à 21h, alors que mon bébé était sous oxygène en pleine bronchiolite et que j'avais enfin réussi à l'endormir. On l'a laissé passer. On ne me posait pas la question, est-ce que le moment est adapté? Est-ce que l'enfant dort? Non. Elle franchit les portes, elle arrive. Et moi, je ne voulais pas accoucher dans ces conditions. J'avais déjà perçu, ça faisait que 2 mois que j'étais là, que déjà, mon accouchement à la maison, je me le mettais où je pense. C'était hors de question. C'était le projet? C'était le projet, ouais. Ok. C'était hors de question que ma façon de gérer ma grossesse, ce que je voulais mettre en œuvre avec mon enfant, tout ça, même si j'arrivais à y faire adhérer le papa quand on était tous les deux, avec des arguments simples, avec de la bienveillance et de la douceur, dès qu'il en parlait avec fierté à ses parents, ah, on va faire comme ça, il se faisait rabaisser, langue des signes, elle est pas sourde. Non, elle est pas sourde, non. Mais on va peut-être signer, ouais, quand même. Ah, mais tout le monde va croire qu'elle est sourde. Oh, les gars. Et c'est vrai que lui, il a toujours eu ce truc, et encore aujourd'hui, j'imagine, d'être bien perçu. Oui, en priorité par sa famille. Il se définit uniquement dans le regard des autres. Il est incapable d'avoir son opinion et de s'y coller et de s'engager dans quelque chose. Et même avec moi, au final, je me rends compte qu'au final, je l'ai jamais convaincu de rien. Et si je voulais quelque chose, il fallait juste que je le fasse passer par le prisme de « tu te rends compte ce qu'on va penser de toi. Ça va être super. » Tu vas être un papa super moderne. Et donc, j'ai décidé d'accoucher en France et j'ai eu la chance d'être à une demi-heure de Jeanne de Flandre, qui est quand même une excellente maternité. J'ai découvert ça avec mes petites recherches. Donc, j'étais super contente d'être là-bas, d'accoucher là-bas, même si on m'a un peu eu sur un point où j'étais pas, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. Mais c'était quand même très cool. Puis on a eu la chance que ce soit pendant le Covid, donc on a vraiment bénéficié de nos 3 jours tous les 3, sans visite, sans personne. On a demandé à limiter au maximum les passages de soignants, tout ça. Je faisais mes soins toute seule, donc il n'y avait pas grand-chose. C'était bien, on était vraiment bien. Peut-être de la partie pour ça. Ouais. Et après, vous rentrez, donc tu commences ton postpartum à la maison. Là-bas. Ouais, chez eux. Okay. Faites très rapidement, je suis sur pied, hein. Parce que très rapidement, je me rends compte que je suis seule, clairement. Et en plus... Tu es seule ou tu te sens seule? Déjà, je me sens seule. Okay. Parce que la personne dont j'avais besoin, c'était ma maman. Donc, je suis loin. Moi, je suis loin. Je n'ai pas d'amis. À aucun moment, une copine va frapper à la porte et dire « Alors, comment va bébé? Montre-le-moi, un café. » Personne n'est venu voir mon enfant. Personne.
Je suis à la frontière belge, dans un bled que personne connaît. Je peux héberger personne, je peux recevoir personne. J'ai personne qui vient voir mon bébé. J'ai un pote qui est venu à côté de Langon, là, de Casteljaloux, qui montait en voiture, livrait du vin à des clients et qui a fait le crochet et qui a passé 2 heures à la maison. Mais je l'ai serré dans mes bras. Genre, Enfin. et pourtant, c'est plus une relation professionnelle puisque c'est un château que je loue pour les tournages. On s'entend Bien super sûr. bien. Il adore ma maman. Moi, j'intègre les gens à ma vie quand le match est là, mais c'est pas ma mère, c'est pas mes frères et sœurs, c'est pas mes amis de 20 ans. Mais c'était magnifique qui passe. Magnifique. Il y a mon gestionnaire de patrimoine aussi qui est passé à un moment donné parce qu'il allait voir un joueur, je sais pas où. Il a déjeuné avec nous un midi. J'étais la plus heureuse. Mais on parle de visite. Ouais. De visite. Et c'était hyper dur. Enfin, j'étais fatiguée. Mon allaitement se passait pas bien. Tout était un peu compliqué. Le père de ma fille a complètement décroché très tôt. Très tôt, ça l'a extrêmement dépassé. Et on le confortait un peu là-dedans parce que, comme lui, il a pas pris de congé, qu'il avait une hernie discale, tu comprends, il faut ci, il faut ça, oui. Ok, super, chouchoutons-le. C'est pas comme si je venais d'accoucher, quoi, C'est les vrai. gars. Mais pourquoi tu te plains, toi aussi? Franchement. Et le pire, c'est que j'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Je pense que j'ai enterré ça en moi. Ah, mais comment tu veux dire? Parce que je voulais tellement qu'il m'aime, je voulais tellement qu'il me trouve bien, je voulais tellement quitter dans leur monde que j'ai fait ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire tu te tais, t'assumes et tu le soutiens envers et contre. Parce qu'on me l'a dit, mais tu l'as choisi. Tu l'as choisi, ton mec. Tu lui as fait un enfant. Elle me l'a dit, sa mère dans les yeux. Tu l'as choisi. T'as signé pour ça. Donc maintenant, t'assumes, il est comme ça. Il est comme ça. Horrible. En plus, c'est aussi comme si la paternité, ça devait pas faire évoluer les gens, quand même. Oui, mais ça, c'est des Un petit deadlines peu, qu'on se met et clairement, c'est une fausse croyance. Parce que moi, je me suis dit, quand elle va naître, ça va tout changer. Quand elle fera ses nuits. Quand mon allaitement sera plus facile. Quand on aura fait la diversification. Tu te mets des deadlines. En fait, non. Quand elle aura 18 ans, qu'elle aura un travail, voilà. Là, peut-être, en fait, quand elle sera en mesure de verbaliser ses besoins et de régler ses besoins, why not? L'autonomie, ça vient avant, quand même. Mais moi, j'ai pas percuté ça très tôt. Mais oui, bien sûr. Mais comment tu peux? C'est un premier enfant. En vrai, on sait pas. Et pour la petite histoire, c'est que c'était difficile parce que je ne le savais pas, mais j'étais en mauvaise santé. Donc j'étais vraiment particulièrement fatiguée. J'étais extrêmement nauséeuse dans les 4-5 semaines qui ont suivi mon accouchement. J'avais des pics de fièvre, j'avais des frissons et j'avais des douleurs dorso-lombaires qui me tuaient. C'est-à-dire, je ne pouvais pas bouger, des douleurs nocturnes. C'était horrible. Avec des frissons, j'étais gelée. Le père de ma fille, de mes 2 filles, du coup, est médecin. Il m'a proposé une injection d'antidouleur. Genre, tu vas pas me piquer, d'accord? Je pense que c'est le postpartum, quoi. Tu vois, on est fait pour, on doit en chier, c'est comme ça. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. C'est difficile, je vais en chier. A posteriori, il s'en est beaucoup voulu de pas avoir été plus attentif parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'à 5 semaines, un peu plus de 5 semaines après mon accouchement, dans la conversation où encore, je suis vraiment pas bien, ça va pas, j'ai une fatigue extrême. Je lui dis, en plus, comme je saigne, ça me fatigue, quoi, tu vois. Et il me dit, attends, mais t'as accouché, on était fin novembre, ça faisait 7 semaines. T'as accouché il y a 7 semaines, t'es plus censé saigner. J'ai dit, mais moi, je n'en sais rien. Moi, je saigne encore. Je te le dis, je saigne. Je saigne, ça sent pas bon. Je sais pas quelle est la norme, en fait. La sage-femme, elle passait m'aider dans mon allaitement, mais elle ne m'a jamais auscultée. Qu'est-ce que t'avais? En fait, j'ai fait une rétention placentaire, mais elle était vascularisée. Et donc, ce morceau de placenta était en train de se nécroser. Ok. Et comme c'était vascularisé, ça continuait de saigner. Mais surtout, j'avais ces petites cellules mortes qui se baladaient dans tout mon corps. Et j'étais en fait en train de partir en choc septique. Bah oui. Voilà. Et donc, j'ai été opérée un matin à 7h en urgence. Et ce matin-là, c'est la première fois que je demandais à ma belle-mère de s'occuper de ma fille. Et je lui ai dit, là, je pars à 6h du matin à Jeun. Je pars toute seule pour traverser la route, aller à l'hôpital. Donc déjà, on ne m'accompagne pas. J'y vais à pied sur mes 2 jambes, alors qu'on m'annonce clairement que si j'y vais pas tout de suite, le chien voulait m'opérer le jour même. Je lui ai dit, écoutez, j'ai un bébé, il faut que je m'organise. Donnez-moi 3-4 jours quand même. Et ma belle-mère est venue à 7h, moins le quart, moins 20. Et je lui dis, quand elle se lèvera, il y aura le bébé. Elle prend un 80, elle prend un 30 ou un 60. Je tirais merdiquement. J'ai dit, bon, proposez-lui d'abord le mien, mais bon. Si ça passe pas. Et elle m'a dit, mais tu me le prépares. Mais c'est une dose ou 2 doses. Ouais, c'est pas très compliqué. Et pour un bibi, là, il n'y a plus personne, quoi. Donc, au final, elle a gardé un quart d'heure et la babysitter est venue. Une femme très bien. Et je me suis fait opérer.
Et après l'opération, mon allaitement est devenu magique. Et le gynécologue me l'a expliqué très clairement. En fait, ton corps, pour lui, il y a encore quelque chose dans ton utérus. Du coup, tu peux pas avoir des montées de lait magnifiques. Il avait un accent, c'est un médecin qui vient de l'Est, il disait « Ton corps est schizophrène ». Je faisais « Un corps enceinte, pas enceinte, il sait pas. Il n'y a pas de lait ». J'étais là « Ok, donc c'est pas moi ». Et une fois que tu l'as enlevé, c'est bon, c'était parti, quoi. Mais en 24 heures, j'ai eu une montée de lait magnifique. C'était magnifique. Est-ce que j'avais besoin d'entendre aussi que c'était pas de ma faute Ouais, sûrement. et qu'il y avait un énorme biais psychologique? Possible. J'ai pu nourrir ma fille et c'était trop bien. Il y a quelque chose dans la configuration de ta sororie qui m'en est très loin de ce que moi je voulais dans ma vie, c'est qu'elles sont très proches en termes d'adolescence. Il y a 13 mois d'écart, Ouais. c'est ça? Waouh. Ah bah oui, mais après on sait pas dans quoi on se lance quand on a un bébé de 4 mois, Ouais. on tombe enceinte, le bébé de 4 mois, il est merveilleux. Le bébé de 4 mois, c'est Ah oui, mais c'est imperfect. Ça va dépendre, tu vois. Ça dort 6-7 heures. Nous, Lucas, avec un RGO, c'était pas ouf. Ouais, forcément. Non, moi, mais sans problématique, en effet, c'est cool. Elle dormait 5 à 6 heures d'affilée, elle se nourrissait du coup merveilleusement bien, elle était... c'était génial, quoi. Elle interagissait beaucoup. Mais Moi, c'est coucou à tous les gens qui vont être jaloux de ça. non, vraiment. J'étais sur la petite période lune de miel avant qu'il y ait les dents, que tu fasses la diversification. Elle n'était pas encore gardée. Donc vraiment, j'étais collée à son mood émotionnel. On était, toutes les deux, on était parfaites. On avait notre petit rythme, on partait marcher le matin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, machin. C'était très cool. Quand tu pisses sur le truc, sur un gros coup de fatigue où tu dis « Oh non !» Et j'ai dit au père de ma fille, soit j'ai un cancer très grave, soit il y a quelque chose qui va pas. Il me faut une prise de sang tout de suite. L'état dans lequel je suis là depuis 5 jours, c'est pas possible. J'étais dans une fatigue telle, c'était inimaginable que je sois en bonne santé. Il me fait la prise de sang et je vais aux toilettes. Et là, je vois tous les tests de grossesse et d'ovulation qui faisaient partie des affaires que mon ex-belle-sœur m'avait données. Okay. Alors, elle m'a dit « Ah tiens, tu prends tout ça ». Elle m'avait donné plein de trucs de bébé et de machin. Et dedans, il y avait tous ces tests. Je me dis « Bon, tiens, on va écarter un truc. » Je pisse. Ouh. On va pas écarter. Mais le bébé étant merveilleux à 4 mois, tu n'envisages pas les choses autrement. Ouais. Au fur et à mesure de ma grossesse, France a grandi. Et là, je me suis dit quand même très souvent, mais qu'est-ce que t'as fait? Avant que tu nous racontes ça, il y a quand même un truc qui m'interpelle. Je sais que ça peut être très intime, mais vous avez quand même repris les rapports par rapport à une moyenne, si tu veux, globale, assez tôt, les rapports pénétratifs, tu vois. 10 jours après l'accouchement. 10 jours après l'accouchement. À peine, peut-être une semaine. Okay. Et c'est la sage-femme qui nous a un petit peu engueulés en disant, mais pas du tout, il faut attendre que tout soit bien refermé, c'est moi qui donne le go. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je pense qu'elle se trompe, si on est prêt, quoi, tu vois. Après, nous, on n'avait pas de problème pendant les règles et tout ça. Enfin, on avait une sexualité très oui, bien sûr, oui. Donc, oui, très tôt. Tu t'étais mis une pression, peut-être, sur il faut vite les reprendre parce que les mecs ont des besoins, c'est quelque chose qui t'a Non, bah, pas du tout. Hein, tu sais, pas du tout. Oui, bien sûr. Je sais que c'est c'est un sujet. Non, pas du tout. Mais moi, j'ai un parcours qui fait que je suis quand même très connectée à mon corps. Bah oui. Qui m'a fait me sentir très bien dans la grossesse et ce changement inexorable de mon corps qui fut magnifique et source de fantasmes pour 1 ou 2 générations de Français, c'était de me filmer et de me prendre en photo enceinte, hyper sexy avec des lingeries de dingue et d'avoir une sexualité incroyable pendant ma grossesse jusqu'au bout, jusqu'à jour de l'accouchement. Et c'est très bon en plus. Hein. Oui. Nous, la sage-femme, pour faire venir Sarah, la grande... On peut pas dire que c'est très bon parce que les femmes vont se sentir obligées d'y aller. Non, c'est vrai. Si on se sent de le faire, nous, la sage-femme nous avait dit, c'est un moyen naturel de stimuler les bonnes hormones, etc. Méthode italienne. Et jusqu'au bout, quoi. Oui. Nous aussi. Je comprends. Nous aussi. Diane, d'ailleurs, je l'ai accouchée dans l'orgasme. C'était un souhait de gérer ça, de gérer tout mon accouchement seule et sans aide chimique et médicamenteuse. Et j'ai géré mes contractions avec la masturbation et c'était un super accouchement. Excellent. Mais j'étais seule. J'avais fait mon truc. Là, c'était pour un deuxième. Ouais. Et non, on y retournait assez vite parce que déjà, on en avait envie, parce que c'était peut-être aussi, malgré nous, un peu le ciment de cette relation où on se connaissait pas très, très bien. C'est venu assez naturellement. Mais on a toujours eu beaucoup de tendresse physique et une vraie connexion intime. Ça s'est dégradé sur la fin parce qu'on n'avait plus de respect et d'estime l'un pour l'autre. Donc forcément, quand tu n'estimes plus ton partenaire, tu as beaucoup plus de difficultés à avoir du désir. Mais pendant au moins 80% de notre relation, on avait vraiment cette connexion forte sur le physique. Donc
Et que ce soit juste dans l'affection, dans le fait de vouloir être l'un contre l'autre et d'avoir ce contact physique. Et je pense que ça a été le début de la dégringolade, c'est qu'il s'est détaché de moi physiquement. Il n'avait plus besoin de mes bras, il n'avait plus besoin de mes caresses, de mes câlins, de dormir à l'abri contre moi. Il se réfugiait dans autre chose. Et je pense que ça a été le début ça a fait partie de la déconnexion. Hein. On va y venir. Tu veux bien, on revient sur... Donc, tu tombes enceinte, 4 mois. C'est du coup une grossesse compliquée. Vous restez en Belgique jusqu'au bout, là? Oui. C'est une grossesse en soi pas compliquée jusqu'à elle est plutôt physio, jusqu'à 32 semaines. Pas compliquée, mais pas incarnée. Je suis pas... malheureusement, et ça me rend malheureuse encore aujourd'hui, je suis pas, j'ai de grands regrets. Je ne suis pas connectée à Diane comme j'étais connectée à France. Et a posteriori, je me rends compte de la chance que j'ai eue quand je vois à quel point tout a périclité et à quel point ça a été difficile et triste et brutal. J'ai eu de la chance de passer ces 7 mois seule avec mon bébé dans mon ventre à Paris, où je me sentais seule, où j'essayais de l'appeler, où j'essayais de l'impliquer, où j'avais le sentiment que sa place, elle était auprès de moi et nulle part ailleurs. Et en fait, c'était vraiment une période bénie, où vraiment j'étais proche de ma fille, où je lui racontais ma vie, où je remplissais mon journal de grossesse, où Diane, déjà, je m'occupais de sa sœur. C'est ça. Je m'occupais de leur papa. Je me battais à peu près pour tout, ce qui était essentiel pour moi. J'essayais de maintenir un niveau de qualité de vie psychique et émotionnelle décent dans un endroit où je n'avais absolument aucun soutien émotionnel, amical, familial. J'étais en mode automatique, quoi. Survie, quoi, finalement. À l'annonce de cette deuxième grossesse, t'appelles ton père encore? Alors non. Ok. Non. Alors celle-là, je sais pas quand est-ce que je l'ai annoncée à mon père ou à ma mère. J'ai pas le souvenir, là. Par contre, une de mes meilleures amies était enceinte de sa première en même temps que j'étais enceinte de France. Donc ils ont eu un parcours un peu plus difficile. Ils ont essayé pendant 2 ans. Bon. Et donc elle a accouché de sa fille en juillet et moi de la mienne en octobre. Donc elle a 3-4 mois d'avance sur moi. On a nos bébés, eux ils sont en couple, ils attendaient que ça. C'est vraiment le couple goal, c'est magnifique et tout. Et on se charrie un peu sur le fait que moi le mien il dort, toi le tien il dort pas. Mais on est vraiment dans le même truc mais quel privilège, quoi. Quel privilège de dingue d'être là pour ce petit être tellement mignon, tellement vulnérable, qui attend que de l'amour et de la tendresse. Et heureusement qu'ils étaient là souvent, on se faisait des petites visios sur Facebook ou quoi pour discuter et voir que je suis pas complètement dans le faux. Elle signait avec son bébé aussi. Et on faisait pas tout pareil, mais en tout cas, j'avais un écho de jeunes parents parce qu'autour de nous, il y avait personne. Il y avait pas d'amis, il y avait vraiment personne. C'est important, ça. Et en fait, on se charriait à ce moment-là. Est-ce qu'on en fera un deuxième alors? Parce qu'ils traversaient certaines difficultés. Sûr. Et je leur ai dit, alors le deuxième, parce que son mec veut absolument un mec. Et lui dit, oui, bien sûr, un deuxième, on va faire un garçon. Et elle était là, pas du tout. 2-3 jours plus tard, je les appelle en visio et je leur dis, pour le deuxième, et je leur montre le test. Et là, elle me dégaine le sien. Non, 4 mois aussi. 7 mois d'écart. Un peu plus, ouais. Ah, mais quand même, 7 mois d'écart. Ouais. Du coup, ça fait 18 mois. Ils sont à 18 mois d'écart, ces enfants. Ouais. Et les miennes à 13 mois. Ah, mais waouh! Et ça nous a bien fait rigoler. Incroyable. Et on a clairement vécu pratiquement la même chose pour les 3 et 4 premières années de vie de nos enfants. Et là, on est dans quelque chose de cool. Là, maintenant, aujourd'hui, on est dans un truc complètement différent. Mais on a vécu... Mais quand vous voyez, si tu veux... mais nos enfants, c'est... Les 4 ensemble, c'est un délire. Il y a le lien, quoi. Il y a le lien, la force du lien, quoi. Ah oui. Il y a une question que je ne m'empêche pas de me poser, là, en t'écoutant parler, c'est que pendant cette deuxième grossesse, tu prends soin de ta grande, tu prends soin du papa, tu prends soin d'un peu tout ce que tu peux, mais qui prend soin de toi? Qui prend soin de moi? Mia a pris soin de moi. En fait, quand je suis tombée enceinte de la deuxième, j'ai été très insistante sur le fait qu'on ne pouvait pas rester dans cet appartement, qu'il nous fallait un chez nous. Que le meilleur point de départ là, parce qu'il n'y avait rien qui se passait bien, le père de mes enfants était malheureux, j'arrivais pas à l'aider, j'arrivais pas à l'amener à la lumière, à l'amener à nous. Et je m'étais mise en tête que si on était chez nous, ça irait mieux. C'était mon objectif, quoi. Et donc, on s'est trouvé une maison, on s'est projeté. Je me suis pas rendu compte qu'en fait, c'était juste une pression supplémentaire pour lui et qu'il allait complètement
Vriller. craquer. Pour moi, c'était la seule chose qui pouvait nous aider, c'est qu'on soit dans notre bulle et qu'on soit que nous, et qu'on n'ait plus de parasitage extérieur. Et c'est pas forcément péjoratif quand j'emploie ce terme, mais vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est nous 3 et nous 4 à venir. Et donc, on a trouvé cette maison. Et en fait, 3 jours avant qu'on déménage, il m'a supplié de le faire hospitaliser. Ah ouais. Persuadé qu'il allait mourir. Okay. C'était trop dur, il en pouvait plus. Et donc, il est parti à l'hôpital pendant de nombreux mois, où on le voyait un petit peu le week-end. Mais pas tout de suite, on l'a vu tardivement. Et en fait, j'ai fait le déménagement avec ma meilleure amie qui a débarqué de Bordeaux, qui a dit j'arrive. Elle a roulé toute la nuit. Elle est arrivée pour une bonne dizaine de jours m'aider au déménagement. Comme on avait déjà discuté avec lui de la reprise de ma vie professionnelle, parce que me balader France à Paris en permanence, moi j'adorais mon bébé, mais emmener la nounou, qui la garde dans les hôtels, qui la promène et tout, ça commençait à devenir un peu financièrement compliqué. Et avec le bébé qui allait arriver, il fallait quelqu'un à la maison. Donc, on avait discuté de l'option fille au père. Moi, j'ai pas mal d'amis dans la restauration et c'est un truc qui fonctionne bien, où on crée un vrai lien super et les enfants se sentent beaucoup plus en sécurité avec une personne de référence. Et donc, on avait rencontré une fille au père en août en se disant, bon, bah oui, carrément, quand Diane sera là, on la fera venir. Et ben en fait, je l'ai appelée en urgence. Est-ce que tu peux venir maintenant? Parce qu'il s'est passé que quelques jours après le déménagement, j'ai fait une menace d'accouchement prématuré. Ah ouais, à 32 semaines. Donc à 32 semaines, ouais. Okay. Et donc, alité stricte. Ok. Heureusement, ma meilleure amie était là encore. C'est elle qui m'a emmenée à la maternité et qui m'a ramenée à la maison et qui m'a dit « Mais tu vas quand même pas accoucher maintenant ?» Ben non, on va essayer que non. Il faut que je la garde au chaud le plus longtemps possible parce que son poids estimé à ce moment-là était de 700 grammes. C'était vraiment un tout petit bébé, Diane. Elle était minuscule. Et alité stricte, quand on a un enfant qui a 1 an mais qui ne marche pas encore, qui balade là son déambulateur partout, mais qui n'est pas, qui marche pas. Je la porte dans la chaise haute, je la porte sur la table à langer, je la porte dans les escaliers, je la porte dans son lit, je la porte pour la nourrir. Et sans le père, du coup. Sans le père, ouais, qui était hospitalisé. J'ai appelé Mia au secours en lui proposant d'arriver plus tôt. Et elle arrivait la veille d'1 an de France, donc le 17 octobre. Et Mia s'est occupée de moi. Là où au début, ça a été horrible, parce que la nuit, j'entendais ma fille pleurer, je ne pouvais pas aller la prendre dans son lit. Et ça a été catastrophique. C'était vraiment horrible. Je me serais tapé la tête contre les murs, juste de savoir que c'est elle qui se lève et que les premiers bras que ma fille a, c'est les siens, même si elle me l'amène dans mon lit pour que je l'ai. Et je sais que des fois, elle me l'amenait pas à me laisser dormir. Ça a été... Il y a eu un temps d'adaptation où je me sentais coupable. C'était une horreur. Parce que son papa n'était pas là et je devais être là, quoi. Et en fait, Mia a été très patiente. Elle a fait preuve d'une grande douceur. Elle s'est beaucoup adaptée. Elle ne connaissait rien au bébé. Première couche à l'envers, premier body, pareil. Enfin, elle a tout appris avec France, quoi. Mais elle l'a fait, quoi. Elle l'a fait, bien sûr. Elle a dédié 2 ans de sa vie à ma famille. Elle est restée 2 ans avec moi. Elle a vu Diane naître. J'ai littéralement perdu les os dans le salon. Hein. Donc, je lui ai dit, là, tu vois, là, je suis humide. Je vais essuyer. Si dans un quart d'heure, je suis re-humide, c'est que Diane arrive. D'accord, elle me disait. Maintenant. Elle n'a pas connu au début leur papa. Donc, on a vraiment fait notre bulle à nous, où j'étais contente d'avoir une adulte de 20 ans. Hein. Elle est arrivée, elle avait 20 ans. À part les Kardashians, elle s'intéressait pas à grand-chose. Il a fallu qu'on fasse du chemin pour se trouver. Vraiment, on s'est fait des petits plateaux télé toutes les deux. Moi, j'étais plutôt... je la faisais marrer parce que France, qui se réveillait à 23h pour la 4e fois, je comprenais bien qu'elle n'allait pas se rendormir. J'ai dit, allez, écoute, on descend, on va se faire un truc. Et je faisais des croissants avec ma fille. Je faisais rouler des croissants par ma fille. Je l'occupais jusqu'à ce que je vois que, OK, c'est bon, là, on va aller se coucher. Elle me disait, il est 1h du matin, oui, on va aller se coucher. Moi, je prenais tout au rythme de l'enfant, quoi. OK, tu ne dormiras pas, on va se trouver une occupation. On s'est retrouvés à faire des madeleines à 4h du matin et à prendre le petit-déj au final et à pas se recoucher et à faire une sieste le matin. Oui. Et ça la faisait marrer parce qu'elle me disait, mais c'est fou, comment tu gères ça? Mais on a quand même traversé... Ça la fatiguait pas quand même? Elle n'a pas beaucoup dormi. Elle n'a pas beaucoup dormi jusqu'à ce qu'elle quitte la maison, clairement. Ouais. Parce qu'il est arrivé un moment où, dans la nuit, France pouvait appeler maman et Mia. Ia. Au début, c'était Ia. Mais quand Mia est arrivée, donc j'étais en alité stricte, je m'étais mis un matelas à côté du lit de ma fille. Je dormais par terre. Ouais. Et j'avais ma main dans son lit. Je dormais par terre. Je dormais avec ma fille. Et elle m'a dit, écoute, moi, là d'où je viens, une dame qui va accoucher, elle est dans son lit, on la sert sur un plateau.
Donc, stop, elle est malgache, elle me dit ça, c'est impossible. T'es C'est bien. mort. Ah, elle a été magnifique. Et aujourd'hui, je la considère comme ma toute grande. Là, elle est partie en études. J'ai pu prévoir 18 ans à l'avance la recherche d'appartements, les dossiers scolaires, le pass Navigo, les APL, les inscriptions, trouver les patrons. Elle est partie en études et elle rentre un week-end par mois à la maison. Elle fait toutes les vacances avec nous. Elle est partie intégrante de la famille. C'est beau. Mes enfants, pour elle, Mia, c'est une forme de grande sœur. Ouais. Et du coup, quand t'accouches, le papa, il est pas là, alors? Quand j'accouche, je le préviens. Ouais. Le samedi soir, j'ai perdu les os. Le travail s'enclenche pas particulièrement. Ok. Je vais me présenter à l'hôpital, là, dans la soirée, si ça se lance, quoi. J'avais pas des contractions de dingue. Je me sentais pas accoucher là. Ok. Donc, je couche ma fille, voilà. Je me dis, maintenant, je peux la porter, je peux la câliner. De toute façon, Diane, elle va sortir, je suis à 40+2. J'ai tenu bon. 40+2. Ça a 8 semaines, quand même. Ah, ça a été long. Ça a été très, très long. Mon Dieu. Je rêvais de donner le bain à mon bébé, quoi. C'était, ah oui, c'était long. Je crois que France, elle doit avoir ce souvenir de maman allongée qui bouge pas, quoi. Et donc, je pars à l'hôpital, voilà. Et il a pris la route, il a vu son médecin, il a pris la route tranquillement de l'hôpital. Il est arrivé dans la nuit et je lui ai dit, écoute, tu vas à la maison, ça sert à rien que tu viennes à l'hôpital. Je suis bien, je suis tranquille, t'inquiète pas, je suis prise en charge. Va à la maison, France va se réveiller demain matin et il n'y a pas maman. Elle sera contente qu'il y ait papa. Il avait eu 1 ou 2 permissions avant, donc elle l'avait vu à la maison. Et elle était allée pour son anniversaire. Mes beaux-parents l'avaient emmenée là-bas. Moi, je pouvais pas conduire, je n'avais pas à conduire, évidemment. Oui. Et donc je lui ai dit, ça sert à rien que tu viennes, tu passeras demain dans la journée. Il est venu le dimanche, et je lui ai dit, honnêtement, le travail s'engage pas. Il me garde parce que, voilà, j'ai perdu les os, mais voilà, il parle de me déclencher peut-être mardi, si ça s'est pas fait tout seul. Et moi, j'étais un peu gênée parce que je leur ai dit, en fait, si mardi vous me déclenchez, que ça se passe pas bien et que j'ai une césarienne, je sors pas avant, quoi, le lundi d'après. J'ai couché mon bébé samedi soir, je ne peux pas rentrer chez moi mardi d'après. Ça n'est pas possible. Et France ne pouvait pas venir à l'hôpital parce que, pour la petite histoire, la semaine qui a précédé mon accouchement de Diane, France avait la bronchiolite. Donc, j'étais à l'hôpital. Ok. 24 heures sur 24. Ok. J'étais à 39 semaines, donc beaucoup plus chill, debout toute la journée devant ces grands lits d'hôpital là, pour les enfants là. Qui sont très hauts. Et moi, je suis pas très grande et j'avais mon bide. Et je passais mes journées là avec ma fille qui, du coup, faisait ses premiers pas en traversant ce lit-là. Et chaque jour où elle était à l'hôpital, c'était des jours où je disais à Diane, tu ne peux pas naître maintenant. C'est non. Les infirmières rentraient, j'étais en chien tête en bas. Tout va bien? Oui, je ne veux juste pas qu'elle descende trop. Et c'était la plus longue semaine de ma vie déjà parce que ma fille était malade, que je ne bougeais pas de l'hôpital, j'avais très peu de relais. Quand j'avais un relais, c'était Mia, mais que je connaissais pas très bien. Je voulais pas lui laisser mon enfant trop pour le moment, en tout cas pas toute seule. Et donc je rentrais Fissa, faire une petite douche, une gamelle et bon voilà. Elle est sortie de l'hôpital le vendredi soir, j'ai perdu les os le samedi soir. Ah oui. Le corps est bien fait. La nature, le timing. Donc, ouais, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était probablement encore porteuse de la bronchiolite. Et donc, elle pouvait pas, elle n'a pas pu approcher sa sœur les premiers temps jusqu'à ce qu'elle soit négative. Ouais, après, moi-même, j'ai été testée à l'hôpital. Ils m'ont dit, sinon, madame, c'est FFP2 pour accueillir votre bébé. Oh non! Des bisous. Ouais, fais chier. Et donc, la naissance se fait. Ouais. Tu rentres chez vous. Ouais. Le papa est revenu. La naissance se fait. Ça a été un moment où je me suis sentie à nouveau bien avec lui. Les 20 minutes de poussée. Cool. Voilà. Il est arrivé, donc je lui ai fait un message le lundi en lui disant, bon, là, j'entre en travail, il est 10h du matin, je te tiens au courant quand il faut que tu te présentes. Je n'avais pas été, quand j'ai perdu les os, jusqu'à Jeanne de Flandre. Je m'étais arrêtée à Tourcoing, quand même en France. Mais c'était beaucoup plus près de la maison. J'étais à 1,2 km de la maison. Donc, j'ai dit, écoute, quand je sens que là, quand on me dit que je suis à 8, tu viens, quoi. Et j'ai géré mon truc toute seule. J'avais une élève sage-femme qui a demandé à s'occuper de moi. Je dis, bah, avec plaisir. T'as compris que je voulais être seule. J'avais pas pu être seule avec Diane pendant 9 mois et que là, je voulais être seule avec Diane. Qu'on était toutes les deux, qu'on allait gérer ça comme des chefs. Elle était petite, donc encore une fois, je ne pouvais pas accoucher chez moi. Et j'ai géré ma Diane avec un livre de Michael Connelly et de la masturbation. Sur les contractions. Déjà de la masturbation tout le dimanche pour avoir des contractions. Je voulais pas être déclenchée. Donc j'ai passé ma journée à l'hosto
Déjà Petit tips en passant. à faire des tours d'hôpital, je le connais par cœur, à faire du ballon, à faire de la zumba et à me masturber à peu près toutes les 45 minutes Ok. pour déclencher des contractions. Mais à l'orgasme, il y a des contractions. Ouais, Quand ouais, vous bien faites sûr, l'amour j'entends enceinte, bien, ouais. dans les minutes qui suivent, voire Ouais. les 20 minutes après le rapport, il y a des contractions. Ça déclenche l'ocytocine. Donc, C'est ça, il y a des contractions et donc voilà. Et donc j'ai passé 36 heures comme ça. Ok. Et à mon accouchement, pareil, quand une contraction arrivait, je me gérais ma douleur comme ça. Je suis en train de poser une question pratique. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux faire un sextoy ou... Mais, Ouais, après moi, alors maintenant je sais que non, mais à l'époque Ok. j'avais un peu le flip des vibros Ouais. avec le bébé. Ah ouais. Et en fait, pas du tout. Vous pouvez tout à fait utiliser des vibros, pas, bien sûr pas internes. Hein. Oui, oui, oui. On parle de vibros externes, de stimulation clitoridienne pure. Voilà. Il n'y a aucun problème à Le utiliser womanizer, quoi. un petit womanizer. Peut-être pas sur la puissance maximum. Vous risquez de vous déclencher de sacrées contractions quand même. Mais voilà, un petit coco. Ok. Un petit coco, c'est super. Ça passe. Ça passe. C'est pas des placements de produits, hein, je veux dire. Non, ouais, je peux en citer un autre, le Satisfyer. Voilà, comme ça, il y en a deux. C'est bon, on a tout dit. Mais tout ce qui est, par contre, du jouet interne, il faut vraiment faire hyper attention déjà à l'hygiène du jouet, Ouais. comme à l'hygiène de votre partenaire de manière générale, mais à l'hygiène du jouet, c'est super important. Et le problème des jouets, c'est qu'ils peuvent faire rentrer de l'air et ça peut être un risque pas cool. Voilà. Sans l'infirmière en santé sexuelle. Ah bah oui, la sexologue de service. Donc bon, on ferme cette parenthèse. J'étais plus manuelle parce que j'avais pas encore ces informations-là, mais c'était un chouette accouchement. Donc, t'accouches, Ouais, vous allez rentrer, ouais. et là, comment ça se passe? On a tenu 4 jours et il est reparti à l'hôpital. Ok. Voilà. À quel clairement. moment vous décidez de vous séparer? Mais je pense que déjà, il m'a quitté de nombreuses fois. Pendant la grossesse et tout? Ouais, de nombreuses fois. Non. Oui, si. Après, moi aussi, j'ai pu dire, dans Casse-toi. cet état-là, je ne peux pas te garder à la maison. Et c'est pas te quitter. C'est Ouais. quand tu es dans cet état-là, je ne peux pas te garder à la maison. Parce que ça me demande trop de vigilance, ça me demande trop d'énergie et je veux me consacrer à mes bébés, je veux à ma grossesse, je n'y arrive pas. Et c'est hyper dur de poser ces mots-là, de dire en fait, je t'ai choisi, on a des enfants, je devrais être la plus solide au monde pour toi et te soutenir envers et contre tout. En fait, je suis au bout de mes ressources. Et ça, il le prenait comme une rupture. C'était pas une rupture. C'était dans ces moments-là, fais-toi aider par des gens qui sont là pour ça. L'hôpital, tes parents, whatever, on peut trouver. Et donc, il est sorti d'hospitalisation pendant 3-4 jours. Et en fait, il y est reparti, mais de manière aussi volontaire. On a vu tous les deux que j'ai pas accueilli ma fille correctement. J'ai accueilli ma fille avec quelqu'un qui était à côté de ses pompes, En fait, le ton a été donné le jour où j'ai accouché. Parce que ce soir-là, il consomme tellement, il est tellement mal qu'il consomme. C'est pas une addiction aux substances. L'addiction est une maladie, mais il y a une addiction induite par certaines pathologies quand même, des comportements induits par certaines pathologies. Sa souffrance était telle, je pense, de se dire, je vais retourner à l'hôpital, je ne connaîtrai pas cet enfant. Je pense que mon choix de faire ce chemin-là seul et de ne l'accueillir qu'à la fin, parce que mon premier accouchement, il n'a pas été... J'aurais préféré qu'il soit pas là. Il m'a pourri mon accouchement, clairement. Je pense qu'il l'a très mal vécu, que je me choisisse moi avec mon enfant. C'est pas que je l'ai pas choisi lui, c'est que je me suis choisi moi. Et ça, il l'a pas senti. Il a pas compris cette nuance. Il s'est mis dans un état pas possible. Et le soir, Diane avait 3 heures, qu'il avait pris tellement de substances que je devais m'occuper de lui. C'est-à-dire, il s'était fait dessus, je lui ai donné 2 douches, je lui ai prêté mes vêtements. J'ai dû appeler Mia pour qu'elle vienne. Soulevé et tout. Ah oui, Mia, pour qu'elle vienne d'un coup de vélo, lui amener des vêtements. Quand elle m'a vue, le lendemain matin, j'avais accouché depuis moins de 12 heures. J'étais devant l'hôpital à attendre les fringues. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais debout? Tu as accouché il y a 12 heures. Et elle était à la maison depuis 1 mois. Elle me connaissait pas très bien. Donc, elle n'avait pas cette notion de toute façon, ne t'inquiète pas, je suis invincible. Elle a paniqué complet. Parce que elle, dans son pays, la femme qui a accouché passe 1 mois au lit. Au lit. Elle ne quitte pas le lit. C'est le mois d'or. Hein. Elle dit, tu devrais être sous la couette. Et j'ai dit, écoute, j'ai besoin des vêtements. Il y en a un qui est sous la couette. Voilà. Et le deuxième soir, Diane m'a fait une nuit de Java pas possible. T'as quand même cette notion de soin qui est en toi en permanence, quoi. Tu prends soin de tout le monde. Pas du tout. Bah, je Je suis persuadée que tu trouveras des gens avec qui j'ai été ultra maltraitante. Non, volontairement ou pas. Hein. Non, mais j'entends, si tu veux, mais là, dans cette situation-là, si tu veux. Mais je fais quoi? Tu appelles le 15, tu vois, enfin, je sais pas. Je suis dans ma chambre de maternité. Ah oui, dans ta chambre de maternité. Et puis la dernière chose que je veux pas te mentir, hein, c'est qu'on s'intéresse à nous.
Ok. C'est la dernière chose que je veux. Parce que je veux pas qu'on me prenne mes enfants Ah, t'as peur de ça? de manière permanente. Moins maintenant, parce que j'ai eu la chance d'être contrôlée par les services sociaux et ils ont pu voir à 2 reprises que je faisais le job et c'est écrit noir sur blanc que malgré mon métier passé, malgré ce que j'ai fait dans ma vie, je reste une maman particulièrement compétente et j'en avais besoin. Je savais pas à quel point j'en avais besoin. Je m'en suis rendu compte en le lisant que soudainement, j'ai perdu 55 000 kilos sur mes épaules. Mais à ce moment-là, c'était une peur profonde de me dire si la maternité là appelle les secours, on va avoir une information préoccupante, on va me prendre mes enfants. Ils vont se dire entre lui qui est en psychiatrie, qui va pas bien, elle n'arrive plus à l'aider et elle, vraiment, est-ce qu'on peut lui confier des gosses? Juste par rapport à l'image de ton métier. Alors, Évidemment. Je le reprécise, parce que tout le Évidemment. monde ne le sait pas forcément. L'ancien métier dont on parle, c'est actrice de films pornographiques, Oui. sous le pseudo Lisa Del Sierra. Mais ça, depuis même avec France, même avec la première, tu as eu cette Mais peur-là? en fait, non, avec la première, j'avais pas ce truc-là jusqu'à ce que lui me le dise. Ah, c'est lui qui t'a dit ça? C'est lui qui m'a planté ce truc-là dans la tête. C'était lui, Ok. un jour, dans une embrouille, qui me dit clairement, de toute façon, je suis médecin, donc me fais pas trop chier, parce que moi, les gosses, je les prends. Et France avait 4 mois, je venais d'apprendre que j'étais enceinte ça de me fend Diane. le cœur, hein, Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été une possibilité pour moi. Enfin, depuis que j'avais accouché et pendant ma grossesse, enfin, tu ne vis pas en te disant que ton enfant ne t'appartient pas, c'est pas le bon terme, mais qu'on va te l'enlever, en fait. jamais. vois. Et il a planté ce truc. C'est lui qui a mis ce truc. À partir de ce moment-là, il y avait cette option. Il peut me prendre ma fille, effectivement. Et puis en plus, comme vous êtes dans une situation de séparation, Ouais. qui va arriver très vite, c'est quelque chose qu'il a remis dans la balance, ça? Tout le temps. Tout le temps. Évidemment. En permanence. En permanence. Et c'est plus grave que d'avoir de l'incompétence formelle aux gestes de la vie quotidienne concernant soi-même, mais alors du coup concernant les autres aussi. C'est presque plus grave, quoi. J'aurais fait de la prison que ça aurait été moins grave. Et je dis pas que les gens qui font de la prison sont pas aptes à être parents. C'est juste pour oui, non, mais bien sûr, donner mais un curseur. De toute façon, dans tous les cas, le sujet qu'on évoque, c'est pas un sujet de compétences réelles, c'est un sujet de perception sociale. Exactement. C'est tout. Donc, voilà. Même si j'ai arrêté en 2013 quand même. Hein. J'ai accouché en 2021. On est quand même déjà très loin. Ça fait aujourd'hui 12 ans que j'ai pas tourné dans un film. Ok. 12 ans. Ok. Une vie, quoi. Une petite vie qui sait lire, écrire, compter, multiplier les fractions. Hein. Ouais, mais tu vois, comme quoi, ce que tu faisais, c'est juste... Enfin, ce que tu fais, c'est produire des films, réaliser des films. Je réalise, oui. Et ça, pareil, c'est toujours très mal perçu aussi, d'être dans le milieu, en fait. Oui, d'être dans le milieu, oui, c'est c'est pas très bien perçu, ouais. Ok. Ça arrive quand, cette enquête, du coup? C'était il y a combien de temps? C'était l'année dernière, avant Noël. Donc, les filles avaient... Diane allait sur 2 et France allait sur 3. Ah ouais, quand même. Donc, t'as passé tout ce temps en te disant que ça pouvait tomber n'importe quand. Ouais. Ouais, ou tout ce temps, c'est quand on s'est séparés, ça a été son discours en permanence. Vous êtes séparés au bout de combien de temps exactement quand t'es parti? On a eu des séparations, des moments de séparation plus ou moins longs, plus ou moins graves, plus ou moins voilà. Avant qu'il sorte d'hospitalisation, on prend la décision d'un éloignement géographique. Okay. C'est-à-dire, on est une famille, on est un couple, mais avoir des enfants est une telle contrainte pour lui tant qu'il ne va pas bien que viens, je pars vivre à Paris avec les enfants, tu viens les week-ends. Je te propose des temps de qualité. Je te propose de t'approprier la parentalité par un biais plus agréable, un biais moins contraignant, un biais moins difficile. De mon côté, j'avais vraiment l'impression de lui dérouler le tapis rouge. Viens, on s'ajuste, parce que tous les jours, les pleurs, les cris, les biberons, ça ne te convient pas, tu n'y arrives pas, et en fait, ça se répercute tellement sur ta santé mentale que tu te retrouves hospitalisé quand même. Donc, on doit trouver un autre mode de fonctionnement. Et il en avait parlé avec sa psychologue et son psychiatre qui avaient trouvé ça mature et responsable. Et si vous pouvez le gérer dans votre vie de couple, que c'est pas un trop grand sacrifice, c'est peut-être pour l'instant le meilleur moyen pour vous d'être de bons parents, c'est de proposer à monsieur de venir quand il en est capable pour le meilleur. Et j'étais OK là-dessus. C'était mon idée, quoi. Moi, je suis prête à gérer la vie quotidienne. De toute façon, je le faisais pendant son hospitalisation. Et le fait d'aller à Paris, moi, ça me permettait de retrouver un environnement professionnel, du soutien, des amis et un équilibre. Avoir un peu moins le sentiment d'avoir fait 1 milliard de sacrifices pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, je cherche des appartements à Paris, on regarde ensemble, on commence à s'organiser. Même si on venait d'acheter la maison, voilà, c'était un peu... ouais, c'est pas grave. Et
Je comptais embarquer Mia, bien sûr, tout ça. Et en fait, je perds mon frère. Et là, il n'est plus question de Paris. Je lui dis, écoute, 1 heure de train, 1 heure d'avion, il faut que je sois auprès de mes parents. Je dois rentrer à Bordeaux. Tu le perds, c'est soudain, c'est prévu? C'est soudain. Ok. C'est soudain. On m'appelle le lundi, il est décédé le samedi, donc c'est vite, un avion. On a passé la semaine en réanimation, il est parti le samedi. Ça a été extrêmement soudain. C'était attendu pour dans 10 à 15 ans. Donc son état s'est dégradé de manière fulgurante, on n'était pas préparé à ça du tout. Et donc je suis à Bordeaux, je fais la semaine. Le père de mes enfants était revenu à la maison depuis 1 mois et demi. Ça se passait pas trop mal, il essayait de reprendre son internat. Je lui avais trouvé un maître de stage et je l'avais convaincu de le rencontrer, quelqu'un de très bien. Moi, je ne connaissais pas ce maître de stage, ce médecin, mais en discutant avec ses parents, il s'avérait que c'est quelqu'un qui pouvait potentiellement faire fi du passé de monsieur, qui n'est pas connu pour être quelqu'un de très fiable, qui peut être un peu fatigué un jour, en tout cas, il a des problèmes, voilà. Il n'était pas hyper chaud pour le rencontrer au début, et je lui ai fait un plan. Je lui ai dit, ce midi, on va manger dehors. Ah bon, on va manger dehors? Ouais, et tout. Et en fait, je l'ai mis dans un resto, hop, en tête à tête avec le médecin. Et il est revenu hyper content. Ah oui, je vais travailler avec lui. Là, c'est bon. Là, je vais reprendre. Il est trop bien. Merci, ma chérie et tout, machin. On avait retrouvé l'énergie où il travaillait avec ce monsieur. Il allait faire des consultations à son rythme et tout. 2 semaines avant le décès de mon frère, il y a eu un événement où je me suis dit, on n'y est pas. Ça faisait 15 jours qu'il avait repris. Je sors de la maison vers 9h avec ma fille pour l'emmener à la crèche. Donc, je gardais encore Diane, mais j'emmenais France. Et je le vois dans la voiture. Il était parti depuis une demi-heure. Qu'est-ce qu'il fait dans sa voiture devant la maison? En fait... dans la rue, dans la voiture, devant la maison. Et là, je me suis ouverte en deux parce que j'avais l'impression qu'on avait... dépassé ça, quoi. Qu'on avait dépassé ça, quoi. Donc, j'ai posé ma fille, je suis rentrée, j'ai perquisitionné la maison, j'ai tout trouvé. J'avais fait preuve d'un manque de vigilance. Il avait mis en place une stratégie d'adaptation que j'avais pas saisie. J'avais l'impression que sortie d'hospice avec Diane et France et notre maison et le travail qui revenait avec un maître de stage vraiment une perle, il avait enfin, il était passé outre les idées noires et le besoin de les endormir, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et là, on essaye de remettre en place des choses et mon frère meurt. Donc, je pars à Bordeaux, j'envoie des amis pour gérer les enfants parce que, bien évidemment, je ne lui laisse pas mes enfants 1 semaine. Et Mia seule avec 2 bébés, non. Oui, quand même. Moi, je n'étais pas seule avec 2 bébés, j'avais Mia, donc je n'allais pas lui imposer ça. Bien sûr. Je crois qu'elle n'a pas été seule avec les enfants avant qu'elles aient au moins 18 mois, Diane. Et donc 1 an de plus, France. Je prenais des babysitters si je devais m'absenter, elle n'était jamais seule. Et là, je perds mon frère et je lui dis, ce sera pas Paris, ce sera Bordeaux. Je vais remonter chercher mes enfants. On descend à Bordeaux. On passe dans cette période où mes parents se sont beaucoup appuyés sur la joie de vivre de mes petites. Et le père de mes enfants, finalement, prend un avion et dit, j'arrive, on repart à 0 à Bordeaux. Et j'y ai cru encore. À Bordeaux, super. Okay. On se prend une maison, on s'installe, c'est génial. Il peut pas utiliser son ordonnancier pour se prescrire tout et n'importe quoi quand ça va pas. Je cherche un CMP pour l'accueillir. On est entouré. Mes amis à Bordeaux, c'est tout ce qu'il aime. C'est le bobo, enfin pas le bobo, non. C'est le bordelais, cadre de droite, qui aime les bons vins, les bons restaurants, qui a des hobbies en lien avec la nature, le sport, le dépassement de soi. Et ça le définit bien. Être bordelais. C'est une bonne image. Ah, ça lui a fait... c'était génial. On a eu une lune de miel de 2-3 mois. Ah, quand même. Ouais, c'était vraiment cool. Et je crois que tu allais dire 3 jours. Non, il y a eu 2-3 mois où c'était super. Où il aimait bien mes amis, où on voyait du monde, où on se baladait, où on sortait les enfants, où il s'est même demandé si en octobre, il repartait vraiment reprendre son internat en Belgique. Parce qu'entre-temps, la semaine où mon frère est mort, il m'a appris que finalement, ce super maître de stage, la Perle, l'avait viré. Et donc, il s'est même posé la question de finir son internat en France, d'écrire. On a écrit à l'ordre des médecins ici, voir s'il pouvait faire une sorte d'Erasmus ou finir les 2 années encore qui lui manquaient ici, 2 années d'internat. Et puis, en fait, non, puisqu'en France, il faut faire une thèse. Et ça, c'était au-dessus de ses forces. En Belgique, ils sont pas thésés, les médecins. Ah, d'accord, ok, je savais pas. Ils sont pas thésés. Et donc, on s'était dit qu'en octobre, il repartirait en Belgique et qu'il viendrait les week-ends. On cherchait un moyen de faire ça au mieux. On s'est même dit, il faut pas qu'il rentre chez ses parents, il va aller chez son frère. Parce qu'avec sa femme, ils sont très... ils sont hyper... ils sont pas autant à l'écoute que sa maman et son papa.
qui le cajole et tout. Et je m'étais dit, Il sera cadré, quoi. si son frère et sa belle-sœur le prennent chez eux, et c'est beaucoup leur demander parce qu'ils ont des enfants aussi, il peut vraiment s'en sortir. C'est une charge énorme, quand même. Ouais. Non, mais tu vois. Ouais. Bah, ils l'ont pas fait, il l'a même pas demandé, en fait. Et en fait, début août, il a commencé à partir en sucette et au bout de 3 jours, où ça fait 8 fois que je monte lui dire de se lever parce qu'il est midi et ça serait bien qu'il descende manger parce que son assiette vide sur la table, c'est pas un bon signal qu'on donne aux enfants. Et là, en fait, il s'assied au bord du lit et me dit, je peux pas, je vais repartir. Okay. J'y arrive pas. Et il me dit, trouve quelqu'un qui sera un bon père, je ne serai qu'un géniteur. Okay. Et là, j'ai compris qu'on avait passé un point de non-retour parce qu'il s'agit plus de moi, il s'agit des enfants. Et en fait, il était resté au lit jusqu'à midi, mais il avait organisé son truc puisqu'une demi-heure après, il avait son sac de fées et il avait un avion dans 2 heures. Et donc, il est rentré en Belgique. Il est revenu une fois, quelques semaines plus tard, récupérer une partie de ses affaires. Et donc, il n'a pas demandé la garde? Non, ça n'a jamais été un sujet. Non, mais voilà. Ça n'a jamais été un sujet. Même s'il a cette culture de l'ex et l'ennemi, il a quand même bien conscience, et l'enquête sociale l'a prouvé, que je suis une bonne mère et que j'ai toujours placé mes enfants au centre de tout. C'est-à-dire, malgré qu'il avait la politique de nuisance envers moi, parce que je suis l'ex, et je ne l'ai pas repris, et je ne l'aimais pas assez, et toutes les choses possibles et inimaginables, j'ai mis en œuvre quand même des conditions exceptionnelles pour qu'il accède à ses enfants le plus souvent possible, et avec un maximum de confort, encore une fois, pour avoir un temps de qualité. C'est-à-dire que pendant un peu plus d'1 an, il venait un week-end par mois chez moi, avec Mia, présente, et je partais. Je lui laissais ma maison. Et je cuisinais pour le week-end. Et je préparais les vêtements. Et je prévoyais la sortie. Tiens, il y a la ludothèque du Petit Prince à Nansouty le samedi matin. Tiens, il y a la maison de la nature pour l'après-midi. J'organisais un peu le truc pour qu'il passe. Je lui ai dit, tu ne viens pas voir tes enfants 3 jours pour cuisiner, pour laver du linge, pour t'emmerder avec cette logistique-là. Je la gère en amont. Tu viens pour elle. T'es avec elle. Et de toute façon, il y a Mia. Parce que le bain de 2 enfants qui ont 1 an d'écart, quand on a une qui a 6 mois, qui est pas debout, et l'autre qui a 1 an et demi et qui fait des cabrioles dans la baignoire, tu peux pas en laver une sans avoir un œil sur l'autre. Enfin, c'est quasi de l'ordre de l'impossible tout seul. Il y a une notion de danger qui est... voilà. Et donc, j'ai organisé ça comme ça. C'était l'objectif à la base de la convention parentale. C'est qu'ils viennent un week-end par mois voir les enfants chez moi, jusqu'à ce que ça n'aille plus et qu'ils se comportent pas bien chez moi et qu'ils mettent les enfants en danger aussi. Et que là, je saisisse un juge. Et comment ça se fait que tu t'es pris une enquête? Parce que il faut savoir, c'est mon petit coup de gueule, que quand on va se plaindre des comportements de son ex, en tout cas des comportements du père de son enfant, on prend systématiquement une information préoccupante. Pour soi-même? Pour la situation des enfants. Ouais, ok, d'accord, très bien. Sauf que quand l'enfant vit au domicile de la mère, c'est la mère qui est enquêtée. Oui, certainement. C'est-à-dire, moi, je vais porter plainte pour une mise en danger de la vie de mes enfants. Et le retour, c'est, on va contrôler comment vous vous occupez de vos enfants. C'est-à-dire, j'ai porté plainte contre lui pour la mise en danger de mes enfants. Je suis contrôlée. Ils ne l'ont même pas rencontré. Ah ouais? Il a eu une visio. Ils ne l'ont même pas vu avec les enfants. Il devait venir le voir avec les enfants sur un week-end où il devait se présenter. Et il a tout bonnement changé son avion pour arriver à 21h et les éviter. Mais pour autant, à la fin de l'information préoccupante, où je me suis dit, tiens, prenons-le du bon côté. Et je leur ai dit, si je dois faire des ajustements dans ma parentalité, je serai ravie d'avoir vos commentaires. Vous êtes des professionnels. Si je fais mal, je tiens à le savoir. Et je m'étais dit aussi, si cette enquête, elle se finit par « Attention, monsieur, ça va pas du tout, il va falloir modifier le droit de visite. » J'ai un papier qui dit « Je peux aller voir un juge et dire « J'ai besoin que vous statuez parce qu'il se passe ça. » Et que moi, je ne peux plus communiquer avec lui. Je n'ai plus la ressource pour communiquer avec lui. Il est hyper violent avec moi dans nos échanges, même si on ne se voit pas. Et j'ai plus envie de gérer ça. J'ai besoin d'un arbitre. Et voilà l'information préoccupante. Voilà ce qu'il pense de lui. J'ai même pas besoin de le prouver. C'est écrit. C'est déjà fait, quoi. Sauf que ils ne l'ont pas rencontré. Mais ouais. Et ils ont conclu que j'étais une excellente mère. Elles ont aussi conclu que clairement j'étais victime de violences post-rupture et que je devais m'en défendre. Et elles m'ont demandé de saisir un juge pour protéger mes enfants en me disant, si vous ne saisissez pas le juge, nous, on ne clôture pas l'enquête et on va évaluer la situation des enfants parce que vous les exposez malgré vous à vos violences. C'est pas faux.
Oui, mais en fait, c'est dégueulasse. Ben, dans ce cas, conclue qu'il est violent, conclue que ça ne va pas, et aide-moi. Ouais. Que de me dire, saisissez un juge et on conclura bien. Ouais, lui, il esquive. Parce qu'au final, le papier, ça conclut que il n'y a pas de poursuite judiciaire. Non, il n'y a pas de poursuite judiciaire puisque j'ai saisi un juge. Je vous ai écouté. J'ai pris conscience, et merci de m'avoir ouvert les yeux, que j'étais victime de violences post-rupture. C'est ça, tu vois. Super, merci. Sauf que vous écrivez rien noir sur blanc. Et quand je suis allée au juge, il a dit oui, l'information préoccupante conclut que vous vous débrouillez pas si mal. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Et donc, il n'a pas été inquiété une demi-seconde. On m'a même demandé de... Mais le juge l'a même pas vu, lui? Ah si, le juge l'a vu, lui. Ah. Bien sûr. Il est venu quand même à l'audience. Okay. Où il m'a accusé de... Et donc, tu es vraiment solo, de deux enfants à ce moment-là, mais il va se passer autre chose. Il va se passer autre chose, ouais. Tu vas devenir maman solo de 4 enfants, en rajoutant... Alors, je ne suis pas leur maman. 2 ados, oui, alors, tutrice, tout à fait. Je suis leur tante. Tu es leur tante. Je suis leur tante et leur tutrice. Et leur tutrice. Et ce sont donc tes nièces. Ouais. Jumelles. Ouais. De 14 ans, je crois. Elles ont eu 14 ans, là, ouais. Donc, elles arrivent dans ta vie. C'est ça. Ok. Elles arrivent dans ma vie au décès de mon frère. Combien de temps après? Mon père les a fait venir en vacances en juillet. Mon frère est décédé le 29 avril. Ok. Donc, on n'avait pas... Moi, j'avais jamais rencontré les jumelles. D'accord. Mon père, lui, les avait connues quand elles étaient plus petites. Ton frère vivait à l'étranger, c'est ça? Oui, mon frère vivait à l'étranger, mais mon frère a eu une séparation hyper chaotique avec leur maman. Ils étaient très jeunes, ils avaient une vingtaine d'années. Et je pense qu'à cet âge-là, à cette époque-là, ils n'avaient pas su trouver un chemin pour rester de coparents dans la rupture, qui avait été extrêmement dans l'émotion et tout ça. Donc voilà, ils se sont séparés et Jacques n'a plus eu accès à ses enfants. C'est très simplement, sans aucun parcours judiciaire quelconque. Ça s'est fait comme ça se fait avec l'immaturité qu'on peut avoir à 20 ans. Je sais que ça a été le regret de sa vie, parce que quand moi je suis tombée enceinte, il a été merveilleux avec moi, mon frère. Et donc mon père décide de retrouver les jumelles par le biais d'un oncle, voilà, qui est procureur et qui a accès à certaines informations, et pour aller leur annoncer in persona que leur papa est mort. D'accord. Et donc ils rencontrent les jumelles, il leur annonce que leur papa est mort, et on découvre qu'en fait elles n'étaient pas du tout avec leur maman, que depuis de nombreuses années, en fait, elles sont chez leurs grands-parents maternels, que la maman s'est remariée, qu'elle est partie en Inde, ils sont indiens, qu'elle s'est remariée avec quelqu'un et qu'elle est en Inde, et qu'elle n'a pas de contact avec ses enfants. Sur le coup, on nous annonce que c'est parce qu'elle n'est pas fiable, qu'elle les a abandonnés, et les enfants ont été élevés dans cette optique-là, que leur maman, c'est pas quelqu'un de bien, qu'elle les a abandonnés, et heureusement qu'ils sont là pour s'occuper d'elles, ce qui leur donne un biais magnifique pour être extrêmement maltraitant avec ces 2 petites jumelles. Mais ça, moi, tout ça, je le sais pas. Moi, elles arrivent en vacances en juillet. Je les accueille quelques jours pendant les vacances pour faire connaissance, leur présenter les bébés. On a une forme de coup de foudre. Franchement, elles adorent mes filles. Je les trouve gentilles, je les trouve pertinentes. Elles sont drôles. C'est des petits oiseaux on sent bien qu'elles n'ont pas l'habitude qu'on leur demande leur opinion sur quoi que ce soit. Mais je les trouve intéressantes, vraiment pour des jeunes filles à l'époque de 12 ans, quoi. Je leur propose de venir pour les vacances de Noël. Alors, elles sont hyper contentes, elles viennent 2 semaines à Noël. J'apprends un peu plus à les connaître, on essaye de parler un peu plus de leur vie quotidienne. J'avais pas de contact avec elles en dehors de ces périodes, puisqu'elles n'avaient pas de téléphone. Donc, je passais par les grands-parents maternels qui avaient essayé de me soutirer un peu d'argent au passage. Bon, je sens que la situation est pas facile. Je sens que c'est pas des gens qui sont hyper contents, qu'on débarque dans leur vie. Mais j'ai la volonté réelle de connaître les filles de mon frère, puisqu'enfin, j'ai accès à elles. Je trouve très beau de les voir avec mes enfants. Et vraiment, elles me plaisent, quoi. Elles sont super. Et ça aurait été des petites connes, je les aurais aimées tout pareil, hein, mais c'est plus facile. Mais là, il y a quoi. un truc, quoi. Ouais, c'est plus facile. Il y a un truc qui se passe. Elles passent les vacances de Noël avec nous. Elles reviennent pour l'été. Et là, en été, tout change. Été 2024, tout change. Elles me confient des choses sur leur vie quotidienne qui, pour moi, sont de la maltraitance. J'en parle avec mes parents qui assimilent plutôt ça à une différence culturelle. Boomer! Moi, j'estime que c'est de la maltraitance. J'accueille leurs paroles tout en pouvant leur proposer à peu près rien. Que de passer un super été avec moi et les remettre dans l'avion, ça a été horrible. Et depuis, j'ai appris encore plein d'autres choses. 2 jours avant qu'elles viennent en vacances à Noël, l'une des jumelles s'était fait du mal. Et Scarification. Plus. Elle s'était quand même bien fait du mal. Une gamine de 12 ans et demi, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, je l'ai su maintenant qu'elles sont là et qu'elles se livrent plus. Et elles repartent, et il y a l'événement de l'aéroport où là, je me dis, c'est pas possible. Elles prennent l'avion à 5h le matin,
Elles ont 8 heures d'attente à Amsterdam. Elles ont une journée excessivement longue avant d'arriver chez elles au Pays de Galles. Et leur grand-père ne se présente pas. Il est tellement pas là que l'aéroport m'appelle, puisque c'est moi qui avais pris les billets d'avion, il y avait mon nom, mon numéro. Et je leur dis, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Remettez-les-moi dans un avion pour Bordeaux, alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il est pas là, il est pas là. On va les passer à la police parce que nous, la compagnie aérienne, là, il est 20h, on n'a personne pour les garder, donc on va les mettre à la police aux frontières. OK. Elles sont mises à la police aux frontières, ils les autorisent à me téléphoner, donc j'échange un peu avec elles sont paniquées, elles pleurent beaucoup. Enfin, quand t'as pas vu un enfant depuis 1 mois, un enfant que t'élèves depuis 8 ans, enfin, où est l'affect? Où est l'amour? Ça fait 1 mois que tu l'as pas vu, la gosse, et tu l'as quand même élevé pendant 8 ans. Tu devrais être comme un dingue. Tu devrais être à l'aéroport depuis 7 heures du matin, un message pour être sûr qu'elle soit dans l'avion, un message pour être sûr qu'elle soit à Amsterdam. Moi, j'ai pas eu de nouvelles pendant le mois entier. Ils ont jamais demandé comment ça se passait. Et là, je me dis, il y a un vrai problème dans la relation de ces grands-parents avec ces petites. Et avec l'autorisation des enfants, je demande à l'école de peut-être regarder un petit peu comment ça se passe. Et en fait, l'école se penche en fait sur le cas de ses enfants. Et là, information préoccupante. OK. Voilà. Et il sort de cette information préoccupante. Donc, l'assistante sociale anglaise m'appelle. J'explique, moi, ma relation avec elle et tout. Et il sort de cette information-là que les enfants doivent quitter ce domicile. OK. Et donc, quand on leur pose la question, le seul endroit où elles veulent aller, c'est chez moi. Et toi, tu dis oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'aurais dit non, toi? En vrai, moi, j'aurais pas dit non. En vrai, j'aurais pas dit non non plus. Tu peux pas. Je pense, ça me Par fait contre, des frissons un peu. tu dors pas pendant longtemps. Ouais. T'es là. Ouais, mais c'est vertigineux quand même. Ah oui. Mais c'est évident en même temps. Ouais. C'est évident. Ouais, non, mais c'est Déjà parce que c'est mes nièces d'amour. Ensuite parce que je me rends compte que ce que j'avais pressenti était réel et peut-être même plus grave encore. Mon frère m'aurait sûrement pas choisi pour m'occuper de ses enfants. C'est un fait. Lui, par contre, il avait mon métier, il l'avait en horreur. Il m'en voulait énormément. Ça nous a beaucoup éloignés, même si après mes grossesses et l'école d'infirmière, il était soignant aussi, donc on s'est retrouvés, hein, évidemment, mais il m'aurait pas confié ses enfants. Ouais. De par le métier, quoi. Oui, parce qu'il m'a connue à 14 ans aussi. Il sait les conneries que j'ai pu faire, les galères que j'ai fait à mes parents. Quand ta sœur a fait les pires conneries, qu'on a été la chercher 50 fois en garde à vue, machin, des fugues, tu te dis pas, ouais, je vais lui confier mes enfants, elle. il avait ce background d'une vie entière. Et en même temps. Même si au final, je change et j'évolue et je deviens quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un casier juvénile qui s'est effacé. À 18 ans, c'était plus la question, j'étais quelqu'un de très responsable. Mais en même temps, Émilie, si là, imagine, tu voyages dans le temps, tu vas voir la Émilie de 14 ans et tu te dis, bah écoute, en fait, t'élèves seule 4 enfants, c'est ça. dont 2 ados, et tu vas avoir 2 bébés. Est-ce que tu vois? Jamais t'y crois? Jamais. Par contre, il y a une chose qui aurait été sûre. Mon frère aurait voulu qu'on les écoute, ces petites. Et c'est ce que j'ai dit à mes parents qui étaient contre le fait que je les accueille. Je leur ai dit, en fait, oui, ils m'auraient pas choisi. Maintenant, il aurait pas voulu qu'on les nie. Mais bien sûr. La parole de ces filles, c'est la parole d'un enfant. On doit les écouter. Je pense, si tu veux, que ça me fait des frissons de t'entendre bien ça, tu vois. Non, mais c'est important parce que c'est beau ce que tu dis. Je sais pas si tu te rends compte. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement, tu vois, comme tu l'as dit quand tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des gens qui font pas ces choix-là, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte du cœur que t'as, tu vois, de la place que tu mets au lien dans ta vie, à la qualité du lien dans ta vie, que tu prends soin. Au début, c'était pas forcément que l'affection que je leur portais. Hein. Oui. C'était aussi une obligation profonde que j'avais, bien sûr, que j'avais envers à peu près n'importe quel enfant, en fait, de le mettre à l'abri. Oui, mais tout le monde a pas ça. Et aussi une obligation envers mon frère. Parce que s'il avait su, mon Dieu, qu'elle était partie, qu'elle les avait laissés à ces gens et qu'elles avaient été potentiellement en souffrance toutes ces années, mais il s'en serait pas remis. Je lui devais de leur offrir autre chose, de leur montrer que la vie, ça n'est pas que difficile et que l'amour, c'est pas quelque chose qui se mérite. L'affection, c'est pas quelque chose qui se mérite. C'est là en permanence. Et il y a rien que tu puisses faire pour que je t'affectionne moins, pour que je t'aime moins. Et oui, des fois, je te dis, ça, c'est pas cool, ça, c'est chiant, là, tu m'as déçu. Mais qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Mais je t'aime pas moins pour autant. Et je me suis rendu compte assez vite qu'elles ont une peur bleue de l'adulte.
L'adulte de confiance, qu'est-ce que c'est pour elle? Rien. Ça ne vaut rien. Moi, j'ai récupéré 2 gamines. Quand je leur dis samedi, on va aller à la patinoire, mais comment? Mais à quelle heure? Mais avec qui? Avec quel bus? Mais attends, y a-t-il des vestiaires? On prend des chaussettes, elles paniquent de tout. Mais de tout. Il a fallu les sécuriser pendant des mois et des mois et des mois avant d'avoir un câlin. Avant qu'elles me prennent dans les bras le soir avant de dormir. Et si je suis sur la terrasse en train de fumer parce que les bébés dorment et je suis dehors en train de fumer, en train de scroller comme une ado de 14 ans, elles vont venir passer la tête et me dire good night. Ouais, good night. Sleep well. A hug. Ben oui, a hug. Oui, parce que pour la petite parenthèse, pour les gens qui n'auraient pas compris, tu as accueilli ces 2 ados aussi qui ne parlaient pas français. Ouais. Non mais, petit bonus. Et j'ai une dernière partie de question que je veux te poser, Émilie, c'est t'es maman solo. Même si peut-être que t'es pas si solo que ça dans les aides que tu peux avoir, dans les liens que tu as réussi à tisser, peut-être que tu pourras nous expliquer. T'es maman solo. Tu es infirmière, diplômée d'État, en activité, sexologue, oui. Productrice. Oui. T'as une vie perso? Comment ça se passe? Non mais comment tu vois? Oui. Alors, tu mènes de front quand même énormément de choses. Ça se gère très bien. Moi, j'ai vraiment l'impression de glander. Non, vraiment, ça se gère pas mal. Déjà parce que j'ai découvert il y a maintenant bientôt 1 an le CMG. Ok. Et donc j'ai babysitter du matin, babysitter du soir. D'accord. Dont j'ai pas forcément besoin parce que j'ai pas d'horaire qui dépasse, mais où ça soutient quoi. Ouais, des fois juste on le fait ensemble. Tu vois, le matin, si j'ai un patient en visio à 9h, je peux tout à fait emmener mes enfants à 8h20, revenir à la maison et me connecter à 9h pour mon patient. Mais j'apprécie que ma babysitter, elle vienne vers 7h30, qu'on finisse un peu le tunnel du matin ensemble. Et je me suis pas levée une demi-heure avant mes filles pour m'habiller. Je suis en pige, tu vois. Je me suis pas pressée pour manger, pas pressée pour me maquiller, parce que je sais que à 8h20, elle va les emmener et que moi, j'ai ma petite demi-heure. Cool. Donc, en fait... je me suis, dans le temps, autorisé un peu de confort. Et le petit confort aussi, c'est de dire, ouais, je finis à 17h. Je peux aller à 5h30 chercher mes enfants au périscolaire. Voilà, c'est cool. Sauf que j'ai pas envie qu'elles restent si tard que ça, déjà. Donc, à 17h, la babysitter va les chercher, les emmène au parc faire un peu ce qu'elles ont envie de faire. J'ai le choix de les rejoindre et d'être au parc à 2 adultes et de chiller et d'être trop bien parce que sur le retour, je peux emporter une, l'autre est dans la poussette. Et j'ai aussi une conversation avec un adulte. Moi, le huis clos avec les enfants, je trouve que c'est de la torture. On n'est pas fait pour ça. On a besoin de parler avec des adultes. Ça a une limite, quoi. C'est clair. On a besoin, vraiment, oui. Et qu'elle reste ensuite pour m'aider à servir le dîner, qu'elle mange avec nous, qu'ensuite on aille faire le bain toutes les 2 et tout. Ben, c'est un soutien où je me sens moins seule. Et en soi, j'en ai pas besoin. Je l'ai fait seule. Beaucoup. Mais je trouve ça cool. Une des filles qui dit une bêtise et on se regarde et on rigole. Je rigole pas toute seule. Tu vois, quelqu'un d'autre a en tête ces petits moments incroyables que nous offrent les enfants. Je suis pas la seule à les vivre, quoi. Je les partage. C'est ça. Et ça me fait du bien d'avoir une forme d'écho, tu vois. Non, mais je trouve ça hyper important ce que tu dis parce que je peux pas m'empêcher, moi, tu vois, qui suis en couple depuis 20 ans, donc en couple hétérosexuel, je peux pas m'empêcher de me dire que ça résonne tellement avec la situation qu'on peut avoir. Tu vois, on n'est pas fait pour être seul avec les enfants. Même quand on est en couple, des fois on se dit, l'autre parent va gérer les enfants, moi je vais faire autre chose, machin. Mais en fait, parfois faire des moments à 4, pour nous, parce qu'on a 2 enfants, faire des moments à 4, si tu veux, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a pas beaucoup fait pendant le postpartum suite à Lucas. Et quand on s'est retrouvé à se dire, non, mais on va se faire des vrais moments à 4, tout ce que tu décris là, tu vois, et puis c'est en nous, quoi. Je pense vraiment que c'est dans notre ADN. On n'est pas fabriqué pour être seul avec nos enfants. Du tout. Il y a toujours cette... Toi, t'as retrouvé un village comme ça autour de toi? Alors déjà, oui, il faut un village pour élever des enfants. J'ai mis du temps à faire mon village. Et mon village, en fait, vient à moi. C'est pas moi qui ai fabriqué le village. Je découvre dans des grands moments de détresse qu'en fait, j'ai un petit village. J'avais un diastasis de grossesse. Okay. Donc les abdos qui étaient restés écartés. Et j'ai fait une éventration. Ça, c'est quoi? À l'effort, c'est simplement comme une énorme hernie. Okay. Et donc, j'ai dû être opérée en urgence. J'ai eu une cicatrice, on m'a recousu les abdos ensemble. Et je ne pouvais pas bouger pendant presque 10 jours. C'était hyper difficile. Je ne pouvais pas porter mes filles. Et Diane avait 1 an et demi, France 2 ans et demi. De manière très naturelle, les parents de ma meilleure amie sont arrivés, ont pris les enfants et sont partis et m'ont dit « Quand tu seras prête, on gère ». Et là-bas, à Périgueux, du coup, avec elle, avec son mari et avec ses parents, ils ont géré mes filles le temps que je récupère. Mais c'était
C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable parce que moi, quelques temps plus tôt, je devais me faire opérer d'un sein. J'avais demandé à mes parents, à moi, de prendre les enfants pour que je puisse récupérer. Ça a fini qu'ils étaient... Ah oui, puis en plus, leur père nous a dit qu'il pourrait venir à la maison pour les voir comme ça. What the fuck? Dans ma safe place, chez mes parents, ma safe place, vous accueillez la personne qui me brutalise, où on va? Et j'avais choisi de ne pas me faire opérer. Pour rester avec mes enfants. Incroyable. Tellement j'avais trouvé ça de la haute trahison. Et ils n'ont pas du tout compris à quel point c'était de la haute trahison. Mais nous, il nous a rien fait. Ça reste le père des petites. Oui, il sera toujours le père des petites. Nous, il nous a rien fait. Mais moi, je suis pas prête. J'espère que dans 5 à 10 ans, on sera suffisamment grand et mûr et on aura fait tous notre chemin et qu'on pourra offrir à nos enfants une journée à la plage avec papa et sa meuf, maman et son mec, et on va bouffer au resto et on est cool et regardez, ça, c'est une réussite familiale. Vraiment, je nous le souhaite. J'ai essayé de le faire à un moment, de dire, tu voudrais venir un petit peu en vacances avec nous, je peux te tolérer tout à fait une semaine. Sauf que là, on n'y était pas du tout. Et aller chez mes parents, alors que moi, je suis à l'hôpital en train de me faire... Et donc, j'ai découvert mon village qui sont déjà ma meilleure amie qui avait déjà traversé la France et ses parents qui viennent garder mes enfants quand je pars en tournage. Donc, je pars une semaine, ils droppent leur vie pour venir chez moi, prendre en main ma maison, garder le rythme des 4. Ils parlent pas un mot d'anglais. Mais le lien est dingue. Hier, c'était l'anniversaire de Papout, parce qu'on l'a appelé Papout. Et les jumelles ont fait un texto, quoi. Moi, ça, c'est une immense victoire. Mais c'est sûr. Qu'elles fassent un message comme ça. Là, j'ai cassé ma voiture d'office. Ils me disent, mais on va te filer celle de Maria. Enfin, tu vas pas rester sans voiture. Allez, on va se débrouiller. Tu vas récupérer la voiture. Moi, je connais pas ça. Moi, dans ma famille, c'est pas ces liens-là. Du tout. T'as fait le choix d'accueillir les jumelles, déjà, tu l'assumes. Maintenant qu'elles sont là, on va faire en sorte que ça marche, mais à la fois financièrement, logistiquement parlant, sur plein de choses, je suis quand même... mes parents font leur chemin tranquillement. Mon père passe des heures et des heures au téléphone à faire leurs devoirs. Ça, oui. Ça, c'est un truc de malade mental. Je suis ultra étonnée. Mais donc, j'ai un village, ouais. J'ai mes parents, j'ai mes autres faux parents. J'ai été malade il y a quelque temps. Là, j'ai fait une allergie à un antibiotique. Ok. Et je sors du judo avec France et Diane. Et je me sens vraiment pas bien. C'est-à-dire, pendant le judo, je me suis allongée dans les vestiaires sur la banquette et j'ai laissé Diane faire sa live parce que je ne pouvais plus bouger, quoi. Je sors du judo et là, je croise une maman de l'école qui me dit « Waouh, t'as vu ta tête, ça va pas du tout ». En fait, j'étais en train de gonfler. Et je dis « Oui, j'ai pris un antibiotique et je pense qu'il me convient pas du tout ». Et elle me dit « Écoute, on va faire simple. Dans 1 heure, tu me déposes les filles. Tu les récupères demain. » « Mais tu es déjà seule avec ton fils. »« Oui, t'inquiète pas. » « Ok. » Et j'ai déposé mes enfants. Enfin, bon, après, c'est beau, c'est bien. C'était ouf. Et le lendemain, c'est un autre couple, un papa et une maman qui ont 2 petites, une de 10 mois et une qui a l'âge de France, donc 4 ans. Qui dit, nous, on prend le relais pour samedi, vraiment, il faut que tu te reposes. Et mes enfants, dans mon quartier, dans un environnement tout neuf où j'ai pas l'impression de fitter. Je crois qu'on est peut-être 3 mamans solo dans mon quartier, qui est quand même un quartier un peu prout-prout. Enfin, j'ai pas le profil type de la personne qui vit dans ce quartier, donc j'ai un peu l'impression de devoir faire mes preuves. Mais ça marche. Mais c'est cool, ouais. Comme quoi, tu as le lien. Ouais, ça se construit, mais de soi-même, quoi. Moi, je sollicite pas particulièrement. On se débrouille. Franchement, ça marche. Merci beaucoup, Émilie. Avec plaisir.